David, depuis une heure, on parle du monde, on parle de Donald Trump, on parle du 7 octobre, on parle de l'Iran. Mais dans votre livre Captif, eh bien, c'est vous qui vous retrouvez en plein milieu de l'histoire. En 2021, vous partez au Nigeria pour tourner un documentaire sur sur une communauté qui se revendique directement descendante des tribus perdues d'Israël. Quelques jours plus tard, vous êtes arrêté. Vous êtes accusé d'espionnage et plongé dans une longue captivité. J'aimerais qu'on vienne au tout début du récit, si vous voulez bien, David. Vous êtes à l'hôtel, on vous dit que la police vous attend en bas, vous descendez et là, vous comprenez vite que ce n'est pas simplement des petites questions comme ça. À quel moment vous comprenez justement que ce n'est pas un contrôle de police, mais quelque chose de beaucoup plus grave? À la seconde où on descend les escaliers de cet hôtel, on a nos passeports en main, notre petit sac à dos, et qu'on se retrouve dans la cour de l'hôtel et qu'on voit sur les graviers 3 vannes blancs immenses avec des hommes armés cagoulés et un immense chef de la sécurité qui vient pour nous interroger et qui nous disent avec un sourire un peu carnassier, tout va bien se passer, on va juste contrôler vos papiers, votre visa, et vous serez de retour très rapidement. Et là, au lieu d'être mis ensemble dans un seul van, on est séparés, encore une fois, entourés d'hommes armés et cagoulés, et emmenés vers les services secrets locaux. On ne sait pas où on est emmené à ce moment-là, on a une inconnue totale, on voit juste à quel point la manière de conduire et la manière de se conduire de ces gens-là envers leur population, à quel point ils font peur à leur propre population, et ils nous font peur à nous parce qu'ils nous disent pas clairement, mais on peut être potentiellement en danger. Les premières 24 heures vont être une inconnue totale. Et après ces 24 heures, on est transporté, littéralement transporté comme une marchandise vers la capitale avec 15 heures de route, une horreur totale sur des pistes en terre battue. Ouais, vous décrivez, vous dites j'ai cru que j'allais mourir pas mal de fois, hein. Ouais, j'ai vraiment cru que j'allais mourir pas mal de fois. Et pas seulement parce qu'on était en danger, parce qu'on ne savait pas s'ils allaient nous mettre sur le bas-côté et nous assassiner, parce qu'ils ne savaient pas conduire, que les freins ont lâché, les pneus ont explosé. À plusieurs reprises, on s'est posé des questions. Et on est arrivé ensuite au QG, headquarter, le QG des services secrets à Abuja. Et là, on a été mis dans une cage, littéralement dans une cage d'une horreur totale, circulaire, avec des dizaines de bouteilles d'urine de précédents prisonniers. On s'est retrouvés là à regarder et à voir les traits des précédents prisonniers qui étaient là. Et ce n'était pas des jours ou des semaines qu'ils avaient été arrêtés et qu'ils avaient comptabilisé, mais c'était des mois. Il se passe quoi dans votre tête, David Benahim, quand vous comprenez finalement que vous n'allez pas sortir tout de suite? Plein de choses. D'abord, je me mets dans une situation où je suis journaliste. Je ne suis pas uniquement arrêté parce que je suis producteur d'un documentaire, mais j'ai dans mon sac un micro avec la chaîne pour laquelle je bosse à l'époque, parce que je devais aussi faire quelques petits reportages. Donc je sais qu'ils savent que je suis journaliste et donc ils vont me traiter probablement différemment, peut-être comme une monnaie un peu plus chère à échanger. Ce qui peut être une très mauvaise chose dans votre Ça peut cas, être hein. une Vous n'êtes pas un très... simple touriste qu'on va libérer, vous êtes un journaliste qui peut être utilisé comme monnaie d'échange avec un pays, hein. Ouais, j'y pense vraiment clairement. Et ensuite, je comprends rapidement, au bout de quelques jours, que ma situation personnelle est encore plus dangereuse que ce que je l'imaginais. D'abord parce que j'ai mon système immunitaire qui est très proche de lâcher. Je sors de 2 cancers. J'ai des médicaments à prendre au quotidien. Et je me dis à ce moment-là que, vu l'état de crasse et de salubrité dans lequel je suis, je vais pas résister longtemps. Et ensuite, je dois cacher mon homosexualité dans un pays où c'est passible de 14 ans de prison et dans certaines régions de lapidation. Et donc ça, je m'en rends pas du tout compte en arrivant au Nigeria. On me prévient, à un moment donné, je vois la consul de France qui me dit: David, on a vu vos réseaux sociaux, on va avoir un problème de ce point de vue-là. Et donc je me mets je vois que toutes mes actions du passé peuvent avoir un impact dévastateur pour mon présent. Et c'est aussi pour ça que j'ai sous-titré Souviens-toi de ton futur, parce que chaque élément de mon passé ou de mon présent peut avoir un impact sur mon futur. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a fallu à ce moment-là que je fasse effacer tout ce qu'il y avait sur mes réseaux sociaux, parce que ça aurait pu me coûter la vie. Ouais, on parlait d'optimisme tout à l'heure. C'est vrai que ce livre, il transpire l'optimisme malgré évidemment toutes les choses absolument dramatiques que vous racontez là-dedans, notamment évidemment sur votre jeunesse, sur vos débuts en tant que journaliste, sur les difficultés que vous avez rencontrées, la perte de votre mère assez tôt, la perte de votre mari aussi, le VIH, la drogue, le cancer. On se demande un petit peu ce qui vous fait tenir aujourd'hui, David Benahim. La lumière, c'est la lumière qui me C'est fait ce que vous tenir. dites dans le livre d'ailleurs. C'est vraiment la lumière. D'abord, je pense que ça me renforce, toutes ces histoires-là. Elles ne sont pas là pour m'accabler ou me rabaisser, elles me renforcent. Et si je peux arriver
à faire tomber certains tabous sur le VIH, sur l'homosexualité, sur le veuvage, qui est très compliqué pour toutes les personnes qui doivent perdre la personne qu'ils aiment. Si je peux arriver à faire tomber quelques clichés, alors j'ai déjà réussi ce petit combat, mais je pense surtout que je donnais cet exemple-là quand j'étais à l'hôpital pour mon deuxième cancer où j'ai subi une greffe de moelle osseuse. Et je commençais à voir des gens défiler, ce que j'appelle moi le festival des têtes penchées. Et des gens qui vous regardent. Je le fais d'ailleurs naturellement, Voilà. sans faire exprès, je suis en train de le faire C'est justement. ça. Je pense qu'il faut s'entourer de gens avec le sourire, avec une volonté de vivre et d'avancer. C'est mon moteur. Et comme je le dis, j'ai écrit ce livre-là et j'en ressors grandi, pas à cause de ce que j'ai vécu, mais grâce à ce que j'ai vécu. Et c'est pour moi essentiel de toujours trouver la petite étincelle qui va me permettre de garder la lumière. Ouais, la lumière aujourd'hui, mais il y avait surtout l'ombre à l'époque, parce que vous racontez notamment vos conditions de détention, David Benahim. Vous décrivez des conditions extrêmement difficiles. Qu'est-ce qui a été le plus dur en détention pour vous? L'absence de liberté, le fait de devoir se mettre debout et d'attendre les mains dans le dos ou comme de devoir attendre en file indienne pour pouvoir aller aux toilettes, devoir demander l'autorisation. En anglais, on dit « Can I ease myself ?» Est-ce que je peux me soulager? Et c'est assez... oui, ça me soulage à un moment donné, mais on doit avoir un garde devant la porte qui est ouverte et on se retrouve à devoir s'essuyer avec la main sans papier parce qu'au Nigeria, il n'y a pas de papier. Et donc, oui, il y a des humiliations comme ça. Et à la fois, on continue à garder un sens de l'humour incroyable. Je ne sais pas d'où il est sorti, mais avec les deux personnes avec qui j'étais emprisonné, on n'a pas arrêté de rigoler, alors qu'on était dans une situation où les mecs en face voulaient nous tuer. Ouais, Ouais, surtout qu'il y avait la peur, mais il y avait aussi l'humiliation, les mauvais traitements, l'incertitude. l'inconnu du temps. Savoir si ça allait rester 3 jours, 3 semaines, 3 mois ou 3 ans. Ouais, il vaut mieux être fixé, c'est ça, se dire, ok, je sais que je serai dans 3 ans, que de ne pas savoir quand sortir. Là, il y avait une inconnue totale et surtout le fait que mon statut de journaliste, qu'on ait un entourage assez proche des médias qui aurait pu faire beaucoup de bruit autour de notre arrestation et qu'il a fallu calmer parce que je suis convaincu que dans ce genre de situation, les premières semaines, il faut absolument pas que l'histoire sorte parce que ça sert à rien. Ouais, au plus ça reste secret, au plus il y a des chances qu'en coulisses ça puisse s'activer, hein, c'est ça. Hein. On peut sortir en permettant au Nigeria de garder la tête haute. Donc c'est quelque chose sur lequel il a fallu lutter aussi contre des gens qui voulaient agir positivement, mais qui auraient pu ça aurait pu être dévastateur. Il y a un moment où on perd espoir quand même, on se dit, bah, en fait je suis dans une histoire qui me dépasse complètement et en fait peut-être que je sortirai jamais de cette cellule. Ça ne m'a pas traversé une seule seconde. Vraiment, vraiment, ça ne m'a pas traversé. Il n'y a aucun endroit où l'espoir disparaît. Et je pense aussi que c'est ce qu'on a comme retour de témoignages des otages à Gaza. Ils disent qu'ils sont obligés de se raccrocher à cet espoir et je ne me compare pas du tout à ça. Non, hein. bien sûr. Mais c'est vrai que, alors qu'ils ont passé pour certains des centaines de jours, je crois qu'on est obligé de garder cet espoir-là pour survivre. Ceux qui l'ont plus, malheureusement, meurent. David Benahim, à un moment avec la mobilisation de vos proches, justement, votre dossier finit par remonter assez haut, jusqu'au département d'État, auprès d'un certain Anthony Blinken, qui à l'époque est le secrétaire d'État américain, auprès aussi d'une certaine Kamala Harris, qui finira par devenir la candidate démocrate pour les États-Unis, et qui était d'ailleurs aussi vice-présidente américaine de Joe Biden. C'est ce qui vous a permis de sortir, finalement, cet impact diplomatique créé par la mobilisation de vos proches? C'est la synergie entre les 3 chancelleries qui nous accompagnaient, c'est-à-dire les Français, les Israéliens et les Américains. Évidemment que les Américains ont joué un rôle essentiel. C'est eux qui ont eu le plus de pression, parce que c'est eux qui ont le plus de relations aussi avec le Nigeria, le plus d'impact économique. Ils ont des accords militaires, ils étaient en plein échange. Plus de levier, finalement, c'est ça, hein? Beaucoup plus de leviers. Mm. C'est une évidence. Et puis le fait qu'on était innocent, ça a aussi un peu joué quand même. Oui, parce qu'on se fait... Ouais, c'est vrai qu'être accusé d'espionnage pour un journaliste, c'est assez bizarre de recevoir cette accusation-là. Hein. Ouais, mais il y en a quand même beaucoup des chercheurs en Iran qui ont été accusés Bien sûr. d'espionnage, des Russie journalistes qui ont aussi. été... Voilà. Un journaliste qui est aujourd'hui encore en Algérie, accusé... Christophe Glaise, hein, c'est ça. Hein. Voilà, donc à un moment donné, oui, on peut accuser les journalistes, les chercheurs, les professeurs de tant de choses. Ça reste aussi, honnêtement, une légende potentielle. Donc oui,
ça peut s'entendre de la part du gouvernement et des services secrets nigérians de se dire bon, ben ceux-là, on les a attrapés. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils nous voyaient. Ils étaient certains qu'ils avaient attrapé des gros poissons. Ils étaient comme des fous. En tout cas, vous le racontez super bien dans ce livre, quasiment comme un thriller, hein, David Benaïm. Encore un petit mot, parce que c'est vrai que quand on connaît votre carrière qui consiste fondamentalement à raconter des histoires, ça vous fait quoi de raconter votre propre histoire, de vous mettre vous-même au centre de votre récit? Je l'aurais jamais fait s'il m'était pas arrivé cette histoire-là en particulier. Ça veut dire que ça a été un prétexte à raconter toutes les autres histoires. C'est vrai que comme on l'a vécu comme un film policier, un thriller d'espionnage, on l'a vécu comme ça. À certains moments de notre arrestation, quand je vous dis, quand je descends les marches et que je vois sur les graviers ces hommes armés, j'ai l'impression qu'il y a une caméra de la troisième personne qui nous regarde et je vois cette scène de l'extérieur. Donc on l'a vraiment vécu comme ça. C'était pour moi un prétexte à raconter d'autres choses, un parcours journalistique, une philosophie de vie, des souffrances qui se transforment en force. Donc La résilience aussi, finalement. la résilience, et aussi déclichéiser, je sais pas comment on dit, enlever le cliché autour de l'homosexualité ou des gens porteurs du VIH. Aujourd'hui, on vit un peu comme un diabète. On a son médicament tous les matins et on vit très très tard. Très longtemps, le plus longtemps possible, j'espère, essayer de donner une image différente et aussi de ce qu'est être un journaliste, parce que souvent on est accusé d'être parti pris, d'avoir une volonté de transmettre une information plutôt qu'une autre, et moi j'essaie d'avoir ma colonne vertébrale de ce point de vue-là et de le faire le plus justement possible. David Benaïm, le nom de ce podcast, ça vous a pas échappé, hein, ça s'appelle Quel monde? C'est une phrase qu'on peut prononcer, je l'ai dit au tout début, soit avec fascination, soit avec inquiétude. Après tout ce que vous avez vu, après tout ce que vous avez vécu, vous le prononcez comment, ce Quel monde aujourd'hui? Avec de la lumière dans les yeux en disant quel monde. C'est vrai? Mais bien sûr, je suis obligé de garder cette. Je suis un réaliste, vraiment hyper optimiste, mais je suis convaincu de notre force à tous de pouvoir se réunir et d'avancer. Et quand même, c'est fabuleux de voir la capacité qu'ont les êtres humains, comment on a évolué juste ces 100 dernières années. Et je me dis évidemment quel monde. On a le potentiel de faire de ce monde un endroit exceptionnel. Donc il faut garder des lumières dans les yeux. Je le vois, ces lumières dans vos yeux. Bah, merci en tout cas David Benaïm. Je rappelle ce livre, hein, Captif, aux éditions Écrin, pour découvrir le journaliste, mais aussi l'homme qui est derrière évidemment, ou plutôt qui est devant la caméra la plupart du temps, notamment chez nos confrères de LCI en Israël. Merci beaucoup David Benaïm.